Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et des municipales. La Cour suprême donne les résultats définitifs de ces élections. La Cour suprême avait annoncé se prononcer, rendre public en tout cas les résultats définitifs des élections municipales de 2025. Il n'y a pas grand changement. Ces élections municipales ont été remportées dans leur grande majorité par le parti au pouvoir, le parti UNIR, et certains partis d'opposition ont quand même pu avoir quelques sièges, même si comparé aux résultats des élections municipales de 2019, l'écart est très grand. Il faut dire quand même que le parti UNIR a pu s'imposer également selon ces résultats définitifs annoncés par la Cour suprême. Nous en parlons avec nos invités, chers téléspectateurs et chers invités, vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole. Et à qui veut la prendre en premier pour ces observations? Le Togo a désormais les résultats définitifs de ces élections municipales. Oui, je pense que le bon score de l'UNI est à l'actif du président du Conseil des ministres. Les gens ont plutôt voté pour son Excellence Faure Zimna Gnassingbé à travers ses candidats. Et donc c'est une pression de plus sur les épaules du président du Conseil des ministres et surtout des militants devenus maires, maires et conseillers communaux dans nos différentes mairies. C'est une pression de plus parce que aujourd'hui c'est comme le peuple a fait leur choix, a opté pour eux et donc il se dit, les populations disent voilà, nous confions à vous. Faites en sorte que voilà, nous puissions avoir des routes aménagées, nous puissions avoir les structures sociales de base telles que l'école, les hôpitaux, les CMS améliorés, et que nous ayons de l'électricité, nous ayons de l'eau potable, tout ça. Et donc les gens n'ont pas voulu tergiverser pour confier leur sort à des personnalités moins expérimentés, donc ils ont confié leur sort au président du Conseil des ministres à travers les candidats ici et là dans les différentes communes. Donc je pense quand même que UNIR et le président du Conseil des ministres ont une lourde responsabilité actuellement envers les populations et je suis sûr qu'ils feront en sorte que les défis seront relevés, que bientôt la figure de nos communes vont changer. Et c'est aussi ici le lieu de rappeler aux candidats qui sont devenus aujourd'hui maires de ne pas décevoir les conseillers municipaux et les maires, de ne pas décevoir UNIR qui leur a fait confiance et qui les a positionnés pour qu'ils deviennent aujourd'hui des conseillers municipaux. Ils sont conseillers municipaux, ils sont aujourd'hui des maires pour alors montrer leur patriotisme à leurs citoyens et faire en sorte que la figure du Togo puisse changer de la profondeur à la capitale. Voilà. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan. Il faut dire qu'il y avait 24 recours qui ont été demandés, mais la Cour suprême a confirmé les résultats de la CENI. Je ne sais pas qui veut aller à la suite de Robert Kosigan à côté. Comme je l'ai dit, ici, il n'y a plus réellement d'ordre. C'est par oui, rapport je crois que Fabrice. Ok, d'accord. Ce qui saute aux yeux, par rapport surtout, principalement pour cette élection municipale, vous avez pu constater qu'il y a eu un peu de bruit durant le processus électoral et même le jour du vote. À un moment donné, le grand enjeu, c'était le taux de participation. On épiloguait autour avec les appels à manifestation qui ont été lancés ça et là par des influenceurs sur les réseaux et autres. Mais on constate que ce taux, d'ailleurs, je crois que il est plus grand que celui de 2019, même si c'est presque la même chose, il est un peu plus grand. Et maintenant, le second élément qui saute aux yeux également, c'est l'ultra-dominance du parti UNIR, qui remporte pratiquement haut les mains, qui s'étaille pratiquement la part du lion. Alors aujourd'hui, on se rend compte que presque toutes les élections, c'est UNIR qui gagne et l'écart est d'ailleurs abyssal. Et ce qui fait que moi personnellement je me demande qu'est-ce qui va être fait à l'avenir, parce que on est censé être en démocratie, en multipartisme, mais
UNIR utilise des méthodes stratégiques qui fait qu'il n'a plus de concurrents pratiquement. Et on voit en face, on a l'impression que les partis d'opposition sont complètement affaiblis. Et aujourd'hui, vous allez au Parlement, c'est pratiquement les députés UNIR à presque 99%. Vous allez au niveau du Sénat, c'est vrai qu'il y a quelques opposants, mais bon, ils savent qu'ils ne sont pas là-bas par mérite, mais on a dû leur faire des faveurs. Et aujourd'hui, on constate qu'au niveau des municipales également, on est bien parti pour avoir les gens d'UNIR à la tête de presque beaucoup de communes, ce qui fait que c'est un parti ultra dominant. Et moi, au-delà de tout, je n'en veux pas à UNIR. Ils sont libres de mettre sur pied des stratégies qui leur font gagner. Ce n'est pas leur faute s'ils gagnent. Mais moi, je lance plutôt peut-être une réflexion par rapport à cette ultra-dominance où ça me pousse à une petite inquiétude par rapport au système politique que nous avons choisi dans les années 90, notamment la démocratie, le multipartisme, parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'en face il n'y a rien, comme le diraient certains, c'est un seul parti qui marche pratiquement sur l'eau. Et ça devient inquiétant. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la faute à celui qui gagne. Maintenant, pourquoi les autres sont si faibles? Et je crois que ce n'est pas une bonne chose pour un pays. Ouais, c'est pas une bonne information, en tout cas, plus une bonne nouvelle pour la démocratie, parce qu'on aimerait bien que le débat politique soit plus ou moins équilibré. On sait que UNIR est mieux organisé, a plus de moyens. Le président du Conseil a mis sur pied une stratégie qui fait que c'est difficile de les battre, parce que quand vous voyez déjà la carrure des candidats qu'ils présentent dans les différentes localités, c'est des gens qui occupent des postes, qui sont censés avoir les moyens. Vous allez vous rendre compte que pour cette rentrée, c'est eux qui vont faire la rentrée à beaucoup de familles dans les villages et autres, tout cela. Donc naturellement, lorsque les élections arrivent, il faut un retour sur investissement. Maintenant, particulièrement cette élection également, ce qui a encore complètement affaibli l'opposition qui était déjà faible, c'est qu'il y a eu des appels, des boycotts dans l'air. Ce qui fait que pratiquement on a l'impression que, puisqu'il y avait une certaine psychose, même si la sécurité avait tout garanti, il n'y a que des militants d'UNIR qui sont allés voter. Donc naturellement, le résultat ne devrait pas surprendre. Mais je crois qu'il faut commencer par réfléchir à se demander que deviennent les autres partis politiques. Parce que s'ils disparaissent complètement, ce n'est pas une bonne chose. Puisque en réalité, même ceux qui sont au pouvoir ont bien envie qu'il y ait un certain contre-pouvoir et la démocratie puisse être bien, enfin, que le débat démocratique puisse être bien assis. Mais quand pratiquement c'est le jour et la nuit entre les différents partis, je crois que il va falloir que les autres travaillent également. Et il faut aussi, parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, certains ne se reconnaissent plus dans les partis politiques parce qu'ils se disent que ça ne pèse plus rien. Et certains semblent prendre sur eux la responsabilité de s'inviter en politique. Des gens qui avaient peut-être pour sujet de discussion le sexe pour attirer les gens, aujourd'hui s'invitent dans le débat politique. Et donc c'est un peu ça le danger quand à un moment donné, on a l'impression que à travers les partis politiques, les gens ne font plus confiance et que chacun se dit qu'il faut prendre ses responsabilités pour quoi que ce soit. Alors, merci beaucoup à vous, Fabrice Pétégis. Finalement, c'est votre tour. Maouloulou Samson a déjà quelques éléments qu'il faut noter. Le taux de participation qui a été revu un peu à la hausse selon la Cour, des recours finalement qui, la plupart, n'ont pas eu de suite. La Cour confirme pratiquement les résultats de la CENI. Oui, c'était assez prévisible. La Cour qui décide finalement, ou qui annonce finalement que la participation a été de 56,91% contre 52,05% pour la CENI. Je vais prendre la parole là où l'a laissé mon confrère Pétégis pour dire que cette élection, quand même, c'est quand même l'aboutissement d'un processus qui a été marqué par beaucoup d'incertitudes. Il y avait des manifestations, il y a un certain groupe de la population qui a promis d'empêcher les élections. Il y a des partis politiques qui ont décidé d'y aller quand même, mais qui n'ont pas su forcément bien mobiliser leur base. Ce que moi, je constate, c'est deux choses. C'est d'abord, je vais laisser les chiffres être tels qu'ils sont et parler en tant qu'un observateur empirique pour dire quand même que lorsque vous sillonnez la ville de Lomé en ce jour du scrutin, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Les gens ne sont tout simplement pas partis voter. On a des centres de vote dans lesquels il y a 500 personnes inscrites,
et il y avait 47 votants, ou parfois même moins, ce qui fait un taux inférieur à 10%. Maintenant, quoi qu'il en soit, le Togo, ce n'est pas Lomé, et il est possible qu'ailleurs, à l'intérieur, dans des zones que moi je n'ai pas forcément parcourues, le taux de participation peut-être frôler les 100%. La seconde chose que je peux quand même dire, c'est que on a l'impression que nos partis politiques d'opposition n'ont pas été construits pour pouvoir attaquer la conquête du pouvoir à ce niveau. On a principalement des partis qui ont été conçus pour aller aux élections présidentielles et pour chercher à avoir le pouvoir présidentiel. Donc même si on a changé de république, même si en temps il y a les élections municipales, ces partis n'ont pas pu se réorganiser pour pouvoir maintenant présenter des gens au niveau des communes pour conquérir le pouvoir à ce niveau-là. Donc c'est des partis qui sont restés dans l'ancien paradigme, qui consiste toujours à se préparer à des élections présidentielles et qui se dit toujours qu'une fois que le pouvoir présidentiel sera les leurs, ils auront pu capter le pouvoir présidentiel, tout ce qui va venir après, ils verront. Mais pour le moment, il faut d'abord aller à ces élections-là. Donc, c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, même si ces partis continuent par aller aux élections, ils continuent par contester la Ve République, alors qu'ils vont à des élections sous cette Ve République-là. Tout cela pousse à se demander s'il n'est pas temps que l'opposition togolaise se réforme en profondeur. Parce que les règles, le son du tam-tam ayant changé, je pense qu'il y a deux choses. On peut refuser de danser, on peut contester le son du tam-tam, ou on peut s'adapter. Et parfois, dans l'histoire politique du monde, a montré que parfois, votre adversaire politique établit des règles pour vous nuire, mais si vous savez bien jouer au jeu, finalement, c'est vous qui arrivez à prendre le dessus sur lui. Donc, j'inviterai la classe politique togolaise à faire un travail de refonte en profondeur. C'est de ça que nous avons besoin. Et je vais citer un peu le général Adema qui disait, dans les années 67, que lorsque on n'a qu'un seul parti au pouvoir, sans contrepartie d'un parti d'opposition, finalement, l'opposition se met à conspirer. Et que ce n'est pas bon pour un État d'avoir juste un seul parti qui est tout puissant, qui a tout. Il est toujours mieux d'avoir un parti d'opposition en face. C'est même sain pour celui qui se pense aujourd'hui très puissant. Donc j'inviterai justement les partis d'opposition à ouvrir une refonte en profondeur à leur niveau. Parce que tout n'est pas perdu. Je pense que c'est plutôt un nouveau départ. Et s'ils apprennent à bien danser, qui nous dit qu'ils ne danseront pas finalement mieux qu'unir et qui pourront finalement avoir l'alternance. Mais il y a toujours de l'espoir pour vous, selon eux. Exactement. Selon moi. Vous, exactement. Okay, alors, finalement, que retenir, puisque là, nous venons de boucler cette série d'élections que le Togo doit connaître ces derniers temps. On vient de finir avec les municipales et donc c'est bon, il n'y a plus d'élections en vue, sauf dans quelques années encore où on va reprendre la série. Et finalement, que devient l'opposition togolaise selon vous? Je pense que l'opposition togolaise doit faire ça mieux. Vous savez, quand vous prenez par exemple le parti Unir, à chaque fois, le parti fait ça mieux. Le parti change les têtes, les jeunes viennent au devant de la scène et à chaque fois, il y a des changements. Même au cours de ces élections, dans les différentes communes, il y a eu changement. Même de têtes de liste, ils ont amené de nouvelles têtes et tout. Tout cela concourt à gagner les élections. Au niveau des partis politiques de l'opposition, c'est les mêmes personnes qui ont commencé la course depuis 1990 qui sont toujours à la tête. Ça aussi, ça fait mal parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les caciques de l'opposition, leur âge par rapport à l'âge des responsables de Unir, il y a une différence. Parfois, c'est leur papa qu'ils ont en face. Or, il y a beaucoup de jeunes dans ces partis politiques-là, on ne leur permet pas de venir au devant de la scène. Ça aussi, ça leur fait du mal. Est-ce que c'est une question d'âge? Oui, c'est une question d'âge, c'est une question de génération. Quand vous appartenez à une génération, vous êtes vous avez des interlocuteurs en face qui vivent les mêmes choses que vous, qui pensent comme vous. Et donc, mais si vous avez peut-être un papa, un octogénaire ou plus que ça, en face d'un jeune, qu'est-ce qu'il peut vous dire? Les âges ne sont pas les mêmes. Et les jeunes ne peuvent pas aller voter facilement pour ce papa quand il y a quelqu'un de leur génération qui est en course. Vous voyez, ça aussi, ça joue contre eux. Et puis les pensées
On dit tout change et nous devons vivre avec notre temps. Il va falloir que l'opposition tienne compte de ça, qu'on ne soit pas toujours dans la dynamique du président fondateur. Il faut dépasser ça. Vous avez vu, quand vous prenez un peu Unir est né, on a laissé le rassemblement du peuple togolais à part, et c'est des nouveaux dirigeants. C'est de nouveaux dirigeants qui viennent du jour le jour. Et vous allez voir ils sont plus jeunes, c'est du sang neuf, et leurs réflexions tiennent compte du monde d'aujourd'hui, pas du monde d'hier. Et leurs connaissances, tous ceux qui votent aujourd'hui sont plus jeunes que ceux qui sont vieux. La majorité des Togolais aujourd'hui est plus jeune. Donc il faut tenir compte de ça au niveau des partis politiques de l'opposition pour permettre à ce que leurs jeunes puissent prendre les devants. Et que le président fondateur ne dise pas que c'est moi ou rien, ou c'est moi qui dois être toujours à la tête et combattre alors la promotion des jeunes. C'est pas aussi bien, ça ne leur fait pas du bien. C'est ça aussi qui fait que doucement ils sont en train de glisser parce que les interlocuteurs, la génération a changé de camp. Ce n'est plus leur génération. Ceux avec qui ils ont fait les luttes en 1990, beaucoup ne sont plus de ce monde, où ils ne sont même plus intéressés par la politique, vu que ce qu'ils ont cherché, ils ne l'ont pas eu en 3 décennies, beaucoup sont découragés. Or, ceux qui font aujourd'hui le plein, c'est les jeunes. Pourquoi ne pas permettre à ce que les jeunes puissent prendre les devants de cette formation politique et alors engager des débats entre jeunes et jeunes avec le parti Unir. Voilà, c'est aussi ça la réalité. S'ils ne le font pas, ils auront toujours ces résultats. Aussi, il y a aussi une autre chose. À l'approche des élections, ils sont indécis. Ils ne savent même pas qu'ils vont aller. Ils ne mobilisent même pas leurs militants et leurs sympathisants. Parfois, à 2 semaines des élections, leur discours ne montre même pas qu'ils iront à ces élections-là. D'autres disent, oh, est-ce qu'on va aller à ces élections? On connaît déjà les résultats. Ce qui démotive leurs partisans. Ça les démotive. Et ça fait que au jour du vote, ils disent, ah, même si le patron dit que ces élections n'ont pas de sens, pourquoi aller voter? Oui, c'est leur discours à l'approche des élections qui ne les aménage pas, qui décourage leurs sympathisants. Résultat, c'est Unir qui prend les votes parce que Unir, coûte que coûte, tient à ce que ses sympathisants et ses membres et ses militants vont voter, aillent voter plutôt. Donc tout ça là joue contre les partis politiques de l'opposition. À eux de savoir alors ce qu'ils font. que deviennent ces partis puisqu'il n'y a plus d'élections en vue, on en a fini. Ils ont 6 ans pour faire des réformes au sein de leur parti politique pour être prêts pour les batailles dans 5-6 ans. Donc ils ont beaucoup de temps pour se préparer, changer pratiquement ce qu'il faut changer, leur stratégie, leur manière de gérer leur parti politique pour être, faire des mises à jour pour être prêt pour les batailles à venir. Sinon, on aura les mêmes résultats. Parce que vous savez, quand une élection finit pour Unir, le Unir commence à préparer les élections prochaines. En même temps, comme l'a dit M. Péchési. La politique aujourd'hui au Togo, ce n'est pas seulement venir au moment des campagnes pour dire votez pour moi, non. C'est alors entretenir des relations sociales avec beaucoup de personnes pour que le jour de vote, ils vous retournent l'ascenseur. C'est aussi ça la réalité. Allez dans vos vies. Il faut toujours se rendre dans vos milieux, dans vos milieux respectifs pour se faire connaître, avoir un chez, faire du social, partager le vécu quotidien des gens, leur apporter vos soutiens dans les moments les plus difficiles, les deuils et tout, participer à l'organisation des funérailles et tout, soutenir les gens, entretenir vos militants, les aguerrir pour les élections prochaines et non pas les décourager. Aujourd'hui, il faut qu'ils changent de discours. Quand Unir dit allons aux élections, vous vous rappelez en 2017 ou 2018, quand il y avait l'élection législative, et il y avait certains parmi eux qui ont dit le train va revenir en arrière. Jusqu'alors, le train n'est jamais revenu en arrière, le train ne fait qu'aller de l'avant et de l'avant. C'est aussi ça la réalité. Donc, moi j'ai dit, il faudrait qu'ils changent de méthode, qu'ils changent de stratégie et qu'ils changent de manière et qu'ils changent leur discours. S'ils veulent devenir et s'ils veulent conserver leur nom dans le giron des partis politiques au Togo, il faut qu'ils changent de stratégie et de discours. Il faut qu'ils apprêtent, et mobilisent leurs sympathisants, leurs militants à l'approche des élections et non les démobiliser. Voilà.
Merci beaucoup. À vous, Robert Kosigan-Akété. Alors, Samson, que deviennent-ils, ces partis d'opposition qui finalement, si on prend pour les législatives, n'ont pas eu grand-chose, pour les sénatoriales, n'ont pas eu grand-chose, pour les municipales également, n'ont pas eu grand-chose. Finalement, il n'y a plus de présidentielle. Que deviennent-ils, ces partis? Ils deviennent ce qu'ils vont décider de devenir, parce qu'ils ont quand même 6 ans pour se repenser, pour se réorganiser et pour s'inscrire dans la danse. Ils peuvent continuer par vouloir contester l'actuelle situation, par vouloir remettre en cause la 5e République et tout ce qui va avec. C'est un choix, mais je pense que ce choix serait un peu suicidaire. Je pense que le mieux serait qu'ils puissent comprendre les enjeux actuels et qu'ils puissent faire un travail de refonte en profondeur pour d'abord changer de discours. Vous voyez, on a des partis qui tiennent le même discours depuis 1990, qui est un discours d'un président et qu'il considère comme étant un président sanguinaire qui a fait ce qui a fait ça. Mais ce discours-là ne parle pas des jeunes qui ont 30 ans, qui ont 25 ans, ça ne leur dit rien. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont voter, qui n'ont même pas connu la présidence du feu président Eyadema, qui n'en savent rien du tout. Et lorsqu'on va leur dire, c'était ça, excuse-moi, ça ne leur dit rien du tout. Ils ont des problèmes concrets, ils ont des problèmes au niveau de la santé, ils ont des problèmes au niveau de l'éducation. Il y a des jeunes qui ont travaillé, qui ont des problèmes au niveau des affaires de tout vent de terrain. Il y a des problèmes de société concrètes au cours duquel une opposition togolaise peut se reconstituer actuellement et apporter un message clair de solution pour reséduire un électorat et se refaire un nouveau nom. Mais s'ils refusent de le faire, s'ils continuent pas dans une tendance de contestation en espérant qu'il y aura un jour un mouvement populaire qui va pouvoir faire du dégagisme, c'est une façon de voir la politique. On ne peut pas leur dire de ne pas le faire, mais juste faut que ça puisse porter le fruit escompté. Et malheureusement, il risque d'aller graduellement vers le descente aux enfers. N'oublions pas que l'ANC, après avoir eu 30% ou plus de 30% des élections présidentielles, a eu en 2020 autour de 5%. Donc ça débâcle ne date pas d'hier. Et c'est justement parce qu'à un moment donné, le discours n'a pas été à la hauteur des attentes du public auquel il s'adresse. Alors Fabrice, que deviennent ces partis politiques? Que doivent-ils faire? Oui, moi je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est un peu inquiétant pour l'avenir politique des partis d'opposition. Tout à l'heure, quelqu'un parlait du renouvellement. Effectivement, je me demande aujourd'hui si les enfants qui sont nés en 2005 et qui ont aujourd'hui 20 ans militent dans des partis politiques, surtout quand ils sont de l'opposition. Non. Il y a une certaine démotivation parce que vous savez, dans les années 90, pour ceux qui étaient là, il y avait une certaine euphorie à appartenir à un parti politique. Il y avait un débat politique qui est là, on sait, il y avait cette contradiction d'idées et tout cela et autres. Mais aujourd'hui, ça fait des années que des partis d'opposition existent et qui ne gagnent jamais. Alors, parfois, il y en a qui ne voient pas l'intérêt de rentrer dans un parti qui apparemment ne gagnera jamais. Et ce qui fait que, effectivement, on retrouve toujours les mêmes figures. Et les partis se refont. Quand vous prenez par exemple aujourd'hui, vous tracez le pédigree des partis politiques au Togo. Quand vous prenez un parti comme l'UFC, dans les années 90 jusqu'en 2000, ce que représentait l'UFC. Et aujourd'hui, quand vous prenez l'UFC, vous voyez un peu combien de partis sont nés à partir de l'UFC. Il y a eu plusieurs partis. Et au fur et à mesure qu'on évolue, les voix s'émiettent. Aujourd'hui, pour ces dernières élections, on a eu pratiquement un derby entre l'ANC et Tovia, qui est un peu l'émanation de l'ANC. Donc, à cette allure, moi, c'est là où résident un peu mes inquiétudes par rapport à la démocratie que nous avons choisie. À cette allure, je crois que la responsabilité, je ne demande pas à UNIR de renforcer ses adversaires, non, ce n'est pas possible. Mais l'État aussi peut faire quelque chose, je parle de l'État, pas d'UNIR, pour qu'effectivement il puisse avoir des contre-pouvoirs à travers des partis politiques. Parce que là, à l'allure où vont les choses, vous risquez que dans 5 ou 6 ans, aux prochaines élections, le nombre va encore diminuer. Et puis, bon, finalement, l'histoire de partis politiques risque de disparaître. Et on le voit dans d'autres pays où, bon, c'est vrai que la force a pris le pas. Parce que qu'est-ce que ça sert aujourd'hui de créer un parti politique? Le parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Mais quand on arrive dans une situation, on a l'impression que c'est celui qui a la force
qui a le pouvoir, il n'y a pas intérêt à militer dans un parti politique. Je crois qu'il faut poursuivre cette réflexion-là pour qu'à un moment donné, même si notre opposition est très faible, qu'elle ne s'affaiblisse pas davantage au point de disparaître un jour. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Robert Kosigan-Côté. Je voudrais demander aux jeunes de ne pas tenter de nager dans la mer ces derniers temps, puisqu'il y a les hautes marées. Donc, vous pouvez visiter la plage, mais ne rentrez pas dans l'eau, s'il vous plaît. Pensez à votre vie, pensez à votre devenir. Actuellement, nous avons les marées hautes. Je voudrais aussi rappeler au nouveau conseil communal de Vautrois de penser à l'électricité de Klikame. L'électrification de Klikame. Merci beaucoup. Voilà. À vous, Robert Kosigan-Côté, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, docteur. Merci à Niwa TV. Merci beaucoup. Maololo Samson Arlidia, vos mots de fin. Oui, merci. Moi, je vais encore une fois parler de nos routes et de l'absence de feu rouge. Je ne sais pas, parfois tu es à un feu rouge et quand le feu rouge s'éteint, on te dit que c'est le vert, mais le vert n'est pas allumé. À d'autres carrefours, c'est plutôt quand c'est éteint que c'est rouge, que c'est vert, que c'est rouge plutôt, et quand c'est allumé, c'est vert. Bon, bref, et il va falloir peut-être nous dire s'il faut maintenant avoir la cartographie de tous les feux rouges à Lomé avant de pouvoir circuler en paix. Mais je n'arrive pas à comprendre, surtout qu'il n'y ait pas de communication officielle à ce sujet-là. Donc c'est assez inquiétant. On est dans un pays où les usagers de la route, les automobilistes comme les motocyclistes, payent beaucoup de taxes, au moins 4 taxes pour pouvoir circuler sur la route. On a tous les jours les agents de la DSR qui sortent pour faire des vérifications. Et je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas de feu rouge qui fonctionne. Et cela est assez dommage. Et j'aimerais que les autorités compétentes prennent cela à cœur. Merci pour le beaucoup. reste, merci d'avoir conduit le bateau à bon port. Merci beaucoup. À vous, Maololo Samson Arlidia, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur Merci ce à vous, plateau. Guillaume. Fabrice Fétizi, vos mots de fin. Oui, je vais rester un peu au niveau de la circulation pour parler beaucoup plus des usagers de la route que j'invite à faire extrêmement attention puisque nous sommes en vacances et surtout au niveau de Lomé, vous savez que quand vous prenez le Togo, la circulation que nous avons à Lomé, on ne la retrouve nulle part. Il n'y a qu'à Lomé qu'on retrouve cette circulation-là. Ce qui fait que pendant les vacances, il y a également beaucoup qui rallient Lomé pour les vacances et parfois dans la circulation, il y a des gens qui se retrouvent avec des nouveautés qu'ils ne maîtrisent parfois pas et c'est à l'origine des accidents. Un peu plus de prudence et de tolérance dans la circulation en ces temps de vacances. Merci beaucoup. À vous, Fabrice Péchesi, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Le Libéral. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation et ça a été un plaisir. Merci, bienvenue donc dans la grande famille de Regards Croisés. Et nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maougnon à la réalisation, à Richard Amédessou et Florent Ekou à la diffusion. Merci à Rebecca Vesso à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regards Croisés. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.